Il est 12h30 et vous écoutez France O, la radio, et vous écoutez Qu'est-ce qu'on mange? C'est le rendez-vous des cuisines créoles. Et aujourd'hui, nous recevons Hamadi Binali de Massiwani. C'est un traiteur spécialisé dans la gastronomie afro-contemporaine. Et pour être plus simple, pour aller très vite, on pourrait dire que Hamada Binali s'est fixé comme mission de rassembler et de structurer les cuisines d'Afrique en apportant son expertise dans ce qu'on peut appeler un grand chantier. Bonjour Hamada. Bonjour. Alors, avant de parler de votre ambition, on a aussi Issoufa Nsangou de Catherine Evans et Catherine qui sont aussi avec nous. Et puis il y aura aussi, comment elle s'appelle, qui nous aide à préparer cette émission toutes les semaines. Il y aura Jessie qui représente l'Académie de l'art culinaire du monde créole. Donc voilà, présentation de tout le monde qui s'installe comme ça en studio. Pour ceux qui ont la vidéo, qui peuvent voir cette émission, bon, ils voient qu'il y a plein de choses sur la table. La décoration est faite par Catherine Evans de Issoufa Nsangou. Et de Catherine Epagna. Et de Catherine, parce que bon, c'est Catherine Evans aussi. Hein, bon. Voilà, donc c'est l'émission. Alors, Hamada, avant de parler de votre ambition qui est de rassembler et d'apporter votre expertise à toute la cuisine africaine et à mieux structurer cette cuisine, alors qu'est-ce que vous nous avez préparé? Puisque bon, on voit qu'il y a de belles choses là, mais c'est quoi? Alors, aujourd'hui, l'objectif était de parler des Comores et de sa gastronomie. Ah d'accord. Donc du coup, je suis resté sur une thématique purement traditionnelle. Ouais. Donc, aujourd'hui, on va retrouver de la soupe de sagou, oui. Donc ce qu'on appelle le tsambou chez nous, et de la banane au coco avec du pot d'Angole et de la viande de bœuf. Donc qu'on appelle le Ndrovia Nasi. Voilà, ça c'est pour mettre en avant le savoir-faire culinaire des Comores. Des Comores, oui. Quand on parle des Comores, on parle des trois îles ou bien d'une île principale? Alors, pour ma part, les Comores restent 4 îles. Oui. Après, oui, mais après, bon, on rentre dans un domaine qui n'est pas le nôtre du tout. Hein. On est dans la cuisine, on n'est pas dans la politique. Hein. Chacun sa cuisine. Mais le pays est historique, hein, donc voilà. L'histoire dit que c'est 4. Ouais. Donc c'est la cuisine qui se retrouve sur toutes les îles? Oui, principalement. Après, il peut y avoir quelques petites déclinaisons dans les différentes îles. Du coup, c'est aussi ce qui fait cette richesse. C'est de pouvoir accepter qu'il y a plusieurs façons de faire et que du coup, ça peut nous apporter plusieurs palais. Et Issoufa, vous, quand vous, on va dire, quand vous êtes associé avec Hamada, Hamada, lui, veut structurer cette cuisine africaine. Vous, ça permet aussi dans cette démarche de structuration d'apporter le décor? Absolument, absolument, parce que les Comores, on n'y a jamais été, hein, ni Catherine ni moi. Et quand on a échangé effectivement avec Hamada, quand il nous a expliqué ce qu'il allait proposer, il nous a expliqué un petit peu ce que cela visuellement représenterait. Et on a composé en effet un art de table en fonction de cela. Et c'est une invitation au voyage à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une structuration gastronomique nous est proposée, nous, on essaye de penser effectivement la scénarisation de table qui va avec. Donc oui, pour nous, c'est toujours bénéf, comme on dit, oui. Ouais. Donc vous êtes là dans la mise en valeur de la cuisine absolument africaine ou la cuisine traditionnelle. Et de la cuisine traditionnelle, comment d'autant qu'effectivement le choix, comme vous voyez, des accessoires sont en fonction effectivement de ce que Hamada nous a expliqué comme étant des traditions des arts de la table effectivement aux Comores, avec ce joli, vous voyez, cette jolie pirogue et puis effectivement parce qu'on peut retenir que on va dire une des parties identitaires des Comores, c'est le tressage. Oui. Donc, ce qu'on retrouve sur les sets de table. Voilà, nos mamans ont cet art de pouvoir tresser, que ce soit des tapis, que ce soit de la construction d'habitation. Et on va dire que ce savoir, on peut le retranscrire dans n'importe quel métier. Et que du coup, là, le fait de pouvoir l'intégrer dans l'art de la table, et voilà, démontre que c'est des métiers complémentaires dans la gastronomie. Mais c'est l'art de vivre aussi. Hein.
Pardon ? C'est dans l'art de vivre. C'est dans l'art de vivre, bien sûr. Bien sûr. Bon, on l'a dit, Hamada vient des Comores, de la Grande Île de la Grande Île, oui, de Ngazidja. Bon, alors, il y a une cuisine spécifique ou traditionnelle aux Comores ? Bien sûr, il y a une cuisine. On se retrouve dans... Enfin, je veux dire, les matières premières utilisées, est-ce que ce sont les mêmes matières premières ? Est-ce qu'on arrive au même plat ou chacun a son plat, sa façon de faire ? Par exemple, la banane, puisqu'on a la banane aujourd'hui, est-ce que chacun a sa manière de préparer la banane ? Il peut y avoir 2-3 façons de faire la banane, mais de manière générale, tout le monde a les mêmes matières premières, tout le monde a la même cuisine, tout le monde a la même identité, culinaire. Après, je pense que entre les régions frontières et les régions montagneuses et les régions maritimes, il peut y avoir des déclinaisons en poisson, en viande, peu importe. Mais là, en fait, le choix de ce plat-là, c'était l'idée de représenter un plat qui est très familial, qui est à la portée de l'ensemble de la population, parce qu'en fait, chacun peut avoir sa petite parcelle de terrain à laquelle il va pouvoir avoir son petit bananier. On voit 2 bananiers, un cocotier. Voilà, le coco nous entoure sur notre île. Et puis après, on peut le faire soit à la viande, soit au poisson. Et contrairement à ce que les autres semaines, et là, Issoufa est témoin aussi de ce qu'il y a ici sur cette table, contrairement à ce qu'on a toutes les semaines où c'est plutôt de la banane... Pas vraiment, plutôt frite, oui, en général. Oui, mais dans un état qui n'est pas mûr, mais presque mûr, enfin presque. Oui. Aujourd'hui, c'est de la banane verte. Oui. Contrairement à la banane plantain, c'est vraiment de la banane verte qui est à maturité, la banane fruit. Donc là, on parle vraiment de la banane verte. Et qu'on ne consomme pas partout, donc très très peu sur le continent. Et par contre, sur les îles, les gens ont cette culture de manger la banane verte. Que ce soit dans mais après, ici, il faut trouver de la banane verte. Hein. Pardon ? Il faut trouver de la banane verte. On en trouve ? Oui, c'est pas ce qui est le plus difficile sur les îles. Non, pas sur les îles, mais ici en France. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de distributeurs. Mais c'est vrai que, en tout cas, dans les boutiques asiatiques, pour ne pas faire de pub, on en retrouve très, très facilement. Alors, je suis en train de goûter le plat avec de la banane. Comment on appelle ce plat ? Ndrovianazi. C'est-à-dire banane au coco. Banane au coco. Alors, c'est de la banane, c'est du coco, c'est du bœuf pois d'Angole. Et du pois d'Angole. Oui. Alors, comment on fait tout ça ? Alors, comment on fait tout ça ? Alors, il y a plusieurs préparations. Donc, la viande, on la cuit séparément à l'étuvée. Les pois d'Angole, pareil, on les cuit séparément. Et ensuite, on fait une première pré-cuisson en rassemblant donc, la viande, le pois d'Angole et la banane, découpée en cubes ou en rondelles. Et une fois que c'est aux 3/4 cuit, on intègre le lait de coco et on laisse mijoter. Voilà, tout simplement. C'est une bonne recette, hein. Simple, mais avec du goût. Youssoufa, qu'est-ce que... Absolument. La soupe, elle est bonne aussi. Tu as goûté la soupe, toi. Il est déjà passé à la soupe. Il est passé à la soupe, Youssoufa. Complètement direct. Bon, de toute façon, on aura l'occasion de parler. Elle est bonne, la soupe. Alors, la soupe, on dit 2 mots sur la soupe. C'est la soupe de sagou. Vous connaissez la soupe de sagou ? Le sagou, non. Non. D'accord, c'est issu en fait du sagoutier. Oui, le sagoutier qui est palmier, en fait, c'est un palmier d'Asie du Sud-Est. C'est un palmier du Sud-Est. En fait, on retrouve des boules vertes dessus. C'est une espèce qui est endémique aux Comores. D'accord. Quand vous la découpez, vous avez un noyau qui a le même diamètre qu'un noyau d'avocat. Et du coup, après, il faut le laisser sécher, fermenter et puis mixer. Ça prend du temps. Si vous laissez fermenter combien de jours ? Une semaine à peu près. Donc après, il faut laisser sécher au soleil. Heureusement qu'on a le soleil chez nous. Hein. Oui, mais ça veut dire que c'est pas le jour où on prend le sagou qu'on va faire ça tout de suite. Non. Il faut avoir de la patience. Absolument. Du tout. Mais vous savez, techniquement parlant, c'est là aussi où on se rend compte que, on va dire, ce système industriel, on l'avait déjà sans l'avoir nommé. C'est-à-dire que d'avoir une méthode de conservation d'un produit
qui permettait de l'avoir pendant toute une année. Oui. Parce que le sagou, c'est toute l'année. C'est toute l'année ou c'est par saison? C'est pratiquement toute l'année, il me semble. Hein. Si je dis pas de bêtises, il me semble oui, qu'on peut en retrouver quasiment toute l'année. D'accord. Voilà pour ce plat. Qu'est-ce qu'il y a comme autre plat sur alors là, la cuisine, oui, tout à l'heure, tu me demandais pour la cuisine comorienne. Alors en fait, la cuisine comorienne a été décomposée à la fois par la culture et à la fois par la religion. Oui. Donc, et aussi par ses influences. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des influences indiennes et orient. Oui. Et que du coup, ça peut être des déclinaisons de galettes qui est à la fois arabo-indienne. On a des déclinaisons de plats à base de coco parce qu'on est entouré de lait de coco. Oui. Après, ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que la religion a à voir là-dedans? Pardon? Qu'est-ce que la religion a à voir là-dedans? Alors, parce qu'en fait, on a par exemple un mets qui est le riz au coco avec du madaba et un ragoût de mouton. En fait, qui est consommé principalement pendant des cérémonies religieuses. Oui. Voilà. C'est un mets qu'on ne fait pas couramment. Jours, donc, c'est de la feuille de manioc pilée qu'on fait au lait de coco qui a la même origine que le sakasaka ou le matapa, pour ceux qui connaissent. Donc, les feuilles de manioc. Ouais, un peu comme à Madagascar. Pilée. Pardon? C'est un peu comme à Madagascar. Tout à fait, tout à fait. Mais en même temps, c'est vrai qu'on est tous voisins. C'est la zone. Madagascar, Réunion, Maurice, Seychelles, on retrouve un peu nos ingrédients. Oui. C'est ça, il y a un continuum culinaire entre. Tout à fait. Et puis la population. Les gens voyagent aussi. Des aliments. Voilà, les gens voyageaient. Comment vous avez appelé ça, les feuilles de manioc? Madaba. Madaba. Oui. D'accord. Chez nous, on appelle ça madaba, donc je pense. Et ça se commande avec quelle viande après? De viande. Bœuf, généralement. Oui. Bœuf, généralement. Au bœuf. Parce que vu la religion qu'il y a au Comores, c'est du bœuf et pas d'autre chose. À Madagascar, c'est avec du cochon. Oui, voilà. Et puis voilà pour ce qu'on a pris là à l'instant, c'est bœuf au lait de coco avec pois d'Angole et manioc. Et la soupe. Non, pas manioc. Lait de coco, pois d'Angole et banane. Et banane verte. Manioc, ce sera pour la prochaine fois. La soupe de sagou. On était là-dessus. Oui. Donc, une fois qu'on a. Le sagou était rendu. En fait, une fois qu'il a été séché. On le séché. Donc, ma mère me disait qu'au pays, il le pilait, vu qu'on n'avait pas de mixeur. Hein, donc, du coup, il le pilait dans le même tronc. Un peu comme les Indiens. Qu'on pilait la feuille de manioc. Pour faire les épices. Donc, voilà, donc il pilait ça à l'intérieur une fois que c'était bien sec. Et après, il passait ça au tamis. Donc. La soupe du sagou a un très bon goût. Ouais. Là, après, on l'aromatise. C'est la soupe du sagou aromatisée. Enfin, c'est du salé. Oui. Mais il y a d'autres personnes qui font sucré. Tout à fait. Avec du coco râpé dedans. Tout à fait. Donc là, il y a aussi du lait de coco. Ouais. La farine de sagou a été aromatisée avec de la vanille, de la cannelle et de la cardamome. Très bon goût de cannelle et de cardamome. Ah, du coup, voilà. Et c'est là où on se rend compte qu'on a... on peut très bien composer un repas simplement avec ce qu'on a dans la cour dans son ensemble, donc avec une mise en bouche, un plat, un dessert, entièrement avec nos produits. Donc c'est quand même très important de... Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est vous-même, quand je disais tout à l'heure en entrant dans cette émission, que votre objectif c'est de rassembler, de structurer les cuisines africaines. Et qu'est-ce que vous faites là? Finalement, quand vous partez de cette cuisine comorienne qui est déjà toute faite, comment vous allez restructurer ça? Alors, on restructure par l'histoire. On restructure par l'information. On restructure par le fait de pouvoir rassurer que même si c'est des aliments que vous n'avez jamais mangés, qui ne font pas partie de votre quotidien culinaire, mais que c'est largement acceptable. Parce que je considère que si on est capable d'accepter la gastronomie des autres, on doit être capable d'accepter la nôtre.
Et il est aussi important d'être conscient qu'on a des points qui nous relient. Et même si aujourd'hui ce n'est plus visible, même si aujourd'hui on a l'impression qu'on est différent. Oui. Mais ce qui est en même temps compliqué, c'est restructurer et puis rassembler. Alors, je pense que ça se fait en plusieurs phases. Donc, on a déjà besoin de se mettre d'accord sur le fait qu'on est tous pareils. Qu'on a des points... on est tous pareils, mais on ne cuisine pas pareil, on ne mange pas pareil, voilà. Tout à fait. Mais je pense qu'entre le fait de savoir qu'on est tous pareils et qu'en même temps, on a tous des particularités, fait une richesse de nous. Parce qu'effectivement, on aura plusieurs choses à faire, on aura plusieurs déclinaisons à proposer. Or que si on considère déjà qu'on n'est pas pareil, c'est qu'il y a une problématique au départ. Quand on structure, on décompose et puis on recompose. Tout à fait. Voilà, c'est vraiment ce travail-là. Voilà, c'est dire un peu comment on fait et puis on fait toute la description de toutes les différentes étapes. Comment on va structurer nos cuisines traditionnelles, par exemple. Oui. C'est un sujet. Comment on va structurer nos cuisines traditionnelles, mais comment on va rassembler quand on est multiple. C'est là qui est difficile. C'est les cuisines traditionnelles d'Afrique ne sont pas une cuisine. Tout à fait. C'est plusieurs cuisines. On va dire que moi, la stratégie que j'ai choisie par rapport à l'enseigne qu'on a fondée était déjà de parler aliments. Quand je dis parler aliments, c'est-à-dire proposer par exemple du manioc frit, que d'autres communautés n'ont jamais mangé de manioc frit, n'ont jamais mangé de manioc frais, parce qu'ils ont pour habitude de le manger fermenté. Par exemple. Et vice-versa pour ceux qui n'ont jamais mangé, par exemple, de manioc fermenté. Donc déjà, c'est de jouer avec tous ces aliments et de leur faire découvrir que c'est des produits qu'ils connaissent, mais qu'ils peuvent les manger de façon différente. D'accord ? Ou que d'autres pays les mangent de cette façon. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, on va commencer à structurer ces cuisines pour pouvoir leur dire que, vous voyez que votre cuisine comorienne ou capverdienne ou marocaine, on peut en parler typiquement. Mais est-ce que les consommateurs traditionnels de ces cuisines, est-ce qu'ils s'y retrouvent dans la restructuration de la structuration? Alors, la structuration n'est pas forcément culinaire. La structuration dans le secteur économique... Oui, mais qu'est-ce que ça apporte de plus? Dans le système économique? Non, pas dans le système, oui, mais pour celui qui est à table. Ah non, pour celui qui est à table, c'est-à-dire que quand on va dans un restaurant, on est dans un environnement. Oui, voilà, on est d'accord. On y va pour manger, on est dans un environnement. Mais qu'est-ce que ça m'apporte, moi, de savoir que ça a été structuré ou structuré Non, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'insiste à dire que la structuration n'est pas que dans l'assiette. La structuration, c'est un environnement qu'on crée et qui va nous présenter une identité. C'est ça la structuration. C'est de dire qui je suis. Donc je vais pouvoir en parler à travers l'art de la table, je vais pouvoir en parler à travers mes couleurs, je vais pouvoir en parler au niveau de mon assiette. C'est ça la structuration. Là, je suis d'accord avec vous. Là, je sais qui vous êtes, mais après, est-ce que je suis capable de me retrouver après? Après, je pense que la gastronomie est un monde où soit on y va parce qu'on est ouvert, oui, ou on reste chez soi. On est ouvert ou alors parce qu'on a faim. Ah bah, tout à fait. Mais alors, dans ces cas-là, ça sera mon travail de vous faire apprécier. Oui. Et mon objectif sera de vous faire apprécier quelque chose que vous ne connaissez pas. La faim permet de... Je pense que la faim permet de... Oui, permet de parler, permet de s'exprimer. Et donc, sur cette structuration, pour l'instant, vous l'avez déjà fait sur combien de cuisines? Parce que l'Afrique est immense. Oui, tout à fait. Et puis, comme on disait tout à l'heure, c'est un chantier, mais qui est un vaste chantier. Hein. Effectivement, c'est un chantier, parce que c'est un chantier que, comme je te disais, ça se fait en plusieurs étapes. Et peut-être de plusieurs vies même. Hein. Je pense aussi. Ouais. Je pense. Mais parce que la déstructuration dure depuis bien longtemps. Bien longtemps aussi. Voilà. Et puis c'est comme la gastronomie française. Ouais. Elle a une histoire. Ouais. Elle est très longue, cette histoire. Elle est très longue. C'est pour ça que je dis que c'est ce travail-là,
ce chantier-là ne peut se faire que sur plusieurs vies. Absolument. Oui, et puis avec une masse conséquente. Voilà. De personnes. Tout à fait. Si je peux juste ajouter quelque chose, c'était pour dire qu'effectivement, les variations créatives que l'on peut faire culinaires autour d'un certain nombre de produits traditionnels africains, c'est vrai peut-être que les consommateurs n'y sont pas habitués, mais précisément, il faut créer pour le leur présenter, pour les inviter à le faire. Il y a de plus en plus de chefs africains. Il faut créer et puis expliquer. Voilà, et expliquer en effet, parce que on en a longuement discuté avec Amada, c'est expliquer le produit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque des chefs animent des ateliers autour d'un certain nombre de mets qu'ils concoctent, c'est d'expliquer aussi l'histoire du produit, que les consommateurs comprennent que la manière de cuire, la technique de cuisson d'un produit peut se décliner à l'infini. Mais parce que pendant longtemps, l'explication est quand même pas mal, parce que je pense qu'on a besoin d'explications, de valorisation, parce que pendant très longtemps, ce qui venait d'ailleurs était forcément meilleur que ce qu'on avait chez nous. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Comme c'était pas valorisé. Tout à fait. C'est là, bon, c'est normal. Et puis bon. Voilà. D'où notre travail. Et c'est ça le sens de la démarche avec Amada, c'est de revaloriser en effet tout ce travail dans ce sens-là. Les mets vraiment traditionnels. Ouais, parce que bon, presque pour exagérer, instamment, est-ce que c'est de la cuisine que vous avez là? C'est à la rigueur, un steak frites était de la cuisine noble et pas ce qu'on présente. Tout à fait. Mais je pense que... Sans opposer le steak frites et les bananes. Le public est réceptif à un discours qui est structuré. À partir du moment où on arrive à expliquer techniquement que ce produit est fait de cette façon, avec cette histoire, avec cette identité, tout à fait. Le public accepte. C'est qu'aujourd'hui, on ne s'est pas présenté. On est aussi aujourd'hui dans la facilité. On va aller très vite. Oui, et après, ce genre de cuisine, même si on l'explique, elle ne se fait pas comme ça en 2 coups de fourchette. Non, mais là aussi, il faut qu'on comprenne que... On revient à la cuisine de grand-mère, on a la cuisine, et tout. Oui. Effectivement, on a la cuisine du foyer et on a la cuisine qu'on doit commercialiser. Donc effectivement, on doit apporter une technicité, d'accord, et de revoir un peu les modes de préparation pour la réadapter à un système économique. Mais ça, on n'est pas les seuls à devoir l'avoir fait. Donc, on prend les autres communautés, ils ont eu aussi ce travail à faire. C'est pas venu tout seul. Donc il faut qu'on accepte que il faut qu'on travaille dans ce sens-là, mais déjà, il faut qu'on ait ce regard dans ce sens-là. Ouais. Parce que sinon, on ne pourra pas penser. Il faudrait presque faire comme... je ne pousse pas jusque-là, dans le travail d'explication, de fabrication et tout, pour aller très vite, on n'est pas dans le stade où on dit il faut faire comme les chaînes de fast-food, où les choses se font très vite et à grande échelle. Non, alors il y a plusieurs... Je pense que l'avantage de la restauration, c'est qu'on peut avoir plusieurs supports pour véhiculer un message. Donc, et la restauration véhicule la culture aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc là, par exemple, ce plat traditionnel, tu me demandes si, voilà, effectivement, tout le monde n'a pas le temps de la réaliser chez soi ou tout le monde ne saurait pas la réaliser. C'est ça, surtout. Aujourd'hui, il faut qu'on ait des entreprises qui voient le jour et qui puissent proposer ces alternatives. Et il faut aussi qu'il y ait, comme ça se fait maintenant facilement, qu'il y ait des gens qui créent des sites web ou des livres qui donnent les recettes des cuisines, ou des tutos sur le net pour expliquer comment ça se fabrique. Donc, je reviens à la structuration. La structuration passe par toutes ces étapes. C'est tout ce travail qui va faire que, effectivement, on va faire comprendre aux gens, on va faire accepter aux gens qu'on a autant notre place que les autres. Alors, autant notre place que les autres. On va prendre le marché national, métropolitain. Est-ce que la cuisine comorienne, hormis peut-être là où il y a une forte communauté comme Marseille, mais est-ce que, je dis Marseille, je dirais le sud pour être plus précis, plus large plutôt, mais est-ce que par exemple à Paris, on trouve des lieux où on peut venir déguster de la cuisine comorienne? Alors, il en existe de façon très timide. Je dis de façon très timide parce que je connais, il me semble, 2 restaurants comoriens. Mais je dis très timide dans le sens aussi où on ne propose pas que de la cuisine comorienne.
Donc là aussi, il y a un positionnement à avoir, une affirmation à avoir. Il n'y a pas le nombre de personnes aussi, peut-être qu'il faut déjà pour faire fonctionner, au moins pour qu'il y ait un fonds de commerce. Mais après, c'est tous les métiers. Je veux dire, quand on va à l'école, quand on va à l'école, c'est pour apprendre. Quand on doit exercer un métier, on doit se perfectionner pour ça. Donc la restauration, c'est pareil. Non, mais pour qu'on ait sa base de clients. Oui, mais la base de clients se construit. Les Africains, c'est beaucoup plus facile, ils sont beaucoup plus nombreux. Non, mais alors. Enfin, quand je dis les Africains, oui. je parle du continent africain, je ne parle pas je comprends, côté, ouais. Je comprends, mais moi, dans ces cas-là, j'ai envie de dire que vu qu'on est à Paris et vu qu'on est dans une ville cosmopolite, pourquoi toutes ces communautés ne seraient pas un potentiel client? Il faut déjà faire cette éducation au goût. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'on n'a pas tous le même palais. Tout à fait, mais c'est pour ça que voilà, c'est dans ce sens qu'on travaille. L'Afrique a déjà une certaine avance. Le continent africain. Parce que, vu la grandeur de l'Afrique, il y a forcément dans les familles, ou plus largement, il y a forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un de l'Afrique et puis qui a pu déguster un plat africain. Oui, mais... les Comores, c'est un grain de sable qu'on a quelque part dans l'océan Indien, hein, invisible. Tout à fait. Mais c'est vrai que... en étant dans l'océan Indien, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Mais en tout cas, sur la zone France, aujourd'hui, dans les différentes villes de France, notamment Paris, qui est quand même la ville la plus importante, on a quand même de quoi faire. Je pense qu'on n'a pas de raison d'avoir peur de ne pas avoir de marché, or que le pouvoir d'achat est là. Et même... on se permettra de faire un petit peu de pub pour lui, pour le camarade qui était là à l'instant et puis qui était obligé de partir puisqu'il fait ses livraisons. Il a le premier site dédié à la vente de plats comoriens en ligne. Et c'est des plats faits maison, c'est Wipici, c'est ça? Wipici, tout à fait. Wipici. C'est Wipici. Alors comment on trouve Wipici? C'est sur le net. C'est wipici.com. Oui. Donc on va sur wipici.com et on a une grande variété de plats comoriens. De plats comoriens, oui. Alors, comme plat comorien, je vais essayer de lire, mais je ne sais pas lire le comorien. Hein. C'est un peu plus difficile pour moi. C'est le foutra, maïla Yassine, c'est ça? Le maïla Yasmine. Yasmine, pilo, sambusa, c'est les sambusa? Oui, sambusa au bœuf. D'accord. Kaimati. Kaimat, le goudou. Ouais. Ça, c'est du sucré. Oui. Il y a du jus de tamarin. C'est un gâteau de riz, le goudou. Le jus de tamarin, ça c'est bon ça. Et le couscouma. Oui, le couscouma. C'est du couscous, c'est quoi? Non, alors c'est une galette. C'est une galette d'influence indienne. Et le pilo, c'est quoi? C'est un peu comme... C'est une paella? Le pilaou. Le pilaou, oui, c'est un plat complet à base de riz et un assortiment d'épices. Voilà. Donc au moins il y a ça sur ceux qui veulent goûter aux plats comoriens qui sont sur Paris. Tout à fait. Donc, il y a wipici.com qui est une structure qui propose la cuisine comorienne maison en livraison et le concept. C'est la cuisine maison. Oui, c'est maison, mais c'est maison fait par des mamans. Oui, voilà, ça, quand j'ai fait maison, l'objectif était de retrouver l'authenticité. C'est retrouver le goût, c'est pas la cuisine industrielle. Tout à fait. C'est déjà bien ça. C'est bien déjà ça. Voilà, c'est une façon, c'est encore une façon d'éduquer, c'est encore une façon de véhiculer l'identité comorienne et que si chacun justement pouvait s'y mettre. Voilà, parce que bon, les Comores, bon, même si vous dites qu'il y a quand même pas mal de gens à Paris ou dans le sud, c'est quand même les Comores à Paris, c'est presque invisible. Hein. Oui, mais franchement, en ayant eu un rassemblement de compétences comoriennes, honnêtement, on n'a pas du tout à rougir, mais vraiment pas. Et puis, malgré la taille qu'on a. Et puis quand on va à Marseille, on voit la présence comorienne. Voilà, c'est ça. Il y a un rassemblement très fort. Très forte communauté. Mais après, c'est ce qu'on en fait, je pense, le plus important. On peut être grand, mais rien avoir à dire. Paris, exactement. Il y a beaucoup de Comoriens quand même à Paris aussi. Moi, j'en connais. Hein. Oui. Au moins, aujourd'hui, on a goûté à cette cuisine. Cette émission a été mise en onde par Bruno de Somme, préparée comme à son habitude par Jessie Delon. Et vous avez la vidéo de cette émission sur notre page Facebook ou sur notre site lapremière.fr. Il est 13h, c'est l'heure du jazz, de retrouver Tony Chasseur.
Bonne semaine, à bientôt.